comment dire, pour en faire un business et pour effectivement oui, ça va. Hop. Attendez, je continue. Voilà, enregistrer. Donc, on a sélectionné de manière précautionneuse les matériaux. On sera en composite, recyclable, puisqu'on en parlera, mais on a aussi quelque part un état d'esprit développement durable, puisque l'un et l'autre, on a des enfants. Moi, j'en ai 4 pour ma part, et je tiens à ce qu'ils aient quand même une planète vivable, et voilà. Donc, une distance maximum de vol qui est d'à peu près 1000 km, 550 nautiques, hein, pour pouvoir quand même voilà, parcourir des distances honorables. On a surtout mis l'accent sur le décollage et atterrissage court, pour pouvoir effectivement se poser sur, entre guillemets, n'importe quelle piste. Et surtout aussi, on le redira un peu plus tard, pouvoir amérir et redécoller par forte mer, tout en conservant donc un haut niveau de sécurité et confort à bord, puisqu'on a voulu dès le départ en faire un avion, je dirais, haut de gamme, donc avec tous les niveaux de confort attendus à aujourd'hui. Voilà. Dans une première version, on aura un moteur thermique de type conventionnel qui nous permet effectivement une autonomie de 2000 km. Et on est en train d'ores et déjà de plancher, de travailler sur une version à hydrogène. Voilà. Et ce qui a fait, je dirais, un petit boom aussi médiatique récemment, qui a relancé pas mal le côté marketing du projet. Voilà, donc on essaie de gérer les deux dont on parle. Il y a eu plusieurs versions, mais aujourd'hui, on vise une capacité de 4 passagers, qui est ce qui est attendu par le marché, hein, tout simplement, pour pouvoir voyager en petite famille de manière aisée et facile. On a calculé un prix par heure de vol qui tourne autour des 150 €, puisque l'avion, le prix de base, tournera autour des 500, 550 000 €. Aujourd'hui, motorisation comprise. Voilà. Et donc, l'objectif, naturellement, de l'entreprise, c'est dans le temps le plus court possible, mais en fonction de ce qui sera possible technologiquement, d'arriver à une motorisation à hydrogène pour l'ensemble de la flotte, pour pouvoir effectivement être plus respectueux de l'environnement. Donc voilà un petit condensé des composants technologiques du Morgan. Donc on a un système d'ailes pliables, rétractable sur le côté. Alors on a une vidéo sur YouTube qui démontre ça très très bien. L'idée, c'est d'être effectivement le plus stable possible une fois qu'on a améri, et donc de pouvoir effectivement replier effectivement ces ailes qui viennent se replier sur l'arrière. Voilà. On a visé aussi à un moment donné une possibilité de transporter sur la route, donc ailes repliées. L'avion ayant pris un peu d'embonpoint, on va dire, s'étant un peu développé, voilà, on est en train de reconsidérer la question, mais voilà effectivement un peu aussi l'objectif Non, Oui, l'avion, de toute façon, pourquoi on était encore dans le gabarit routier quand c'était un 3-4 places. Par contre, vu les contacts au niveau de la clientèle finale avec qui je suis, ils m'ont tous sollicité pour qu'on ait vraiment un vrai 4 places, style Cirrus. Et là, c'est pour ça que de 3-4 places, on est passé à 4 places. Et surtout, le complément qui est fait, c'est que on peut déboîter le siège copilote et le siège passager arrière, et on peut mettre un brancard dedans. C'est-à-dire que de cette façon-là, lorsqu'on va être et cela m'a été demandé par une clientèle à l'heure actuelle.
C'est-à-dire qu'on a déjà un certain nombre de marques d'intérêt écrites autour du projet. Et c'est ces gens-là qui m'ont dit, mais Loïc, voilà, moi, j'en ai parlé à mon Toubib et la première chose qu'il m'a demandé, il m'a dit, est-ce qu'on peut mettre un brancard dessus, quoi. Donc, dedans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, autant mettre un peu plus dans mon point à la machine. Et puis de cette façon-là, on a un vrai 4 places et on peut faire Le moduler en fonction. Ouais. le moduler suivant la clientèle que l'on aura. C'est un peu une particularité de votre projet, de votre avion. On sait c'est un 4 places, alors qu'en général, les hydravions sont plutôt des 2 places. Hein, donc. Alors oui, mais il y avait l'ancienne génération, le Lake, par exemple, qui a fait 4 places et ils l'ont fait en 6 places aussi, quoi. Voilà. Mais moi, je ne voulais pas passer en 6 places parce qu'il y a un problème de certification. Là, on est encore en CS23 part 5. Donc, on peut avoir un vrai 4 places et notre masse à vide au maximum, on va être à 1,4 tonne. Quoi. Et le moteur, c'est un Lyncoming, c'est un 120 chevaux, le Lyncoming 390 à la base. Mais en sachant que l'avantage que l'on a, c'est que le bloc moteur du Lyncoming 390, le bloc fonderie, il commence à 200 chevaux et il termine à 340. Donc, sur les mêmes bases, on va pouvoir faire évoluer la gamme de l'hydravion au fur et à mesure des années, faire un peu comme, on ne va pas réinventer l'eau froide, hein, faire comme Cirrus, par exemple, ils ont fait avec le SR20, SR22, et puis les différents appareils qu'ils ont créés à la base du Cirrus. Nous, on aura juste, l'avantage que l'on a, c'est que vu qu'on y a pensé dès maintenant, on va prévoir l'outillage de fabrication en conséquence pour l'évolution de la gamme. C'est-à-dire que le fuselage, lui, il ne bougera pas, mais effectivement, la surface et l'air va changer avec l'augmentation de puissance de l'hydravion. La puissance du prototype, c'est combien? 210 chevaux. 210, oui. J'ai noté 120 chevaux, ça me paraît. Non, c'est 210. 210. Ouais. 210. Oui, 210, oui, bien sûr. Et une précision, la motorisation hydrogène qui viendra dans un deuxième temps, si je me souviens bien, ça serait avec des fuel cells. Hein. Il ne s'agit pas de brûler directement l'hydrogène. Non, c'est avec une pile à combustible. Hein. Et un moteur électrique. Alors. Ouais, moteur électrique plus pile à combustible. Hein. D'accord. Ouais. Donc, malheureusement, on ne pourra pas être en gabarit routier à cause de cela. Quoi. Et voilà. Mais bon, à un moment donné, l'histoire de l'aviation, c'est qu'une histoire de compromis. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça. Oui. À moins qu'ils aient la route, on ne sait jamais. Je te laisse continuer. En convoi exceptionnel. Donc, au niveau des briques technologiques, on a pareil aussi bien pensé à la stabilité, notamment à la stabilité une fois qu'on est sur l'eau. D'où effectivement cette forme un petit peu particulière et notamment la poutre double. Pour des histoires encore de stabilité une fois posé sur l'eau. Sachant que l'objectif sur l'eau, donc en mer, et c'est ce qui fait aussi la différence de ce projet, c'est que, alors sans trop vouloir caricaturer, mais on ne fait pas un hydravion qui se pose uniquement sur le lac quand il fait beau. Le but, c'est vraiment pouvoir se poser en mer éventuellement par beau temps. Et donc l'objectif est de pouvoir amérir par 80 cm de creux de vague. Ce qui déjà représente une mer bien formée. Ouais, c'est un clapot méditerranéen qui est relativement fort et coupé court. Pourquoi on arrive à poser dans 80 cm de creux de vague? Philippe, par exemple, vu que vous allez plonger dans le monde de l'ULM, c'est que la vitesse d'approche de l'hydravion va être au même niveau que va être légèrement inférieure même à la vitesse de décrochage des ULM dernière génération. Oui, c'est-à-dire à 60, on va être quoi, à 60 km/h? Ouais, à 60, ouais. Ouais. À 60, on va poser. Donc, c'est pour ça que je me dis sur votre piste, je pense que je n'aurai pas trop de soucis à le poser. Avec des bons freins, on doit y aller. Non, il n'y a même pas besoin de frein. En plus, on a une reverse au niveau de l'hélice. Donc, je ne me fais pas de soucis sur le sujet. Quoi. Si vous posez à 60, ça doit être bon. Pour donner un ordre d'idée,
les essais et l'objectif que l'on s'est fixé, c'est on sort de l'eau en 30 mètres. C'est-à-dire on met les gaz à fond, 30 mètres après, on est en dehors de l'eau, 400 mètres après, on est en rotation. Voilà. D'accord. C'est un équivalent stall au niveau voilure et… Alors, moi, je me méfie beaucoup du stall parce que si vous regardez un peu ou si vous avez été au Canada, les compétitions des avions stall, ça n'a rien à voir. Eux, ils décollent sur leur longueur. Ils bloquent les freins, ils lèvent la queue, ils lâchent les freins et sur Ouais. la longueur de l'avion, ils décollent. Donc ça, c'est Ouais. du stall. Euh, donc On n'est c'est pas pour ça, d'accord. je vais dire que je suis du stall à la française. Ouais, ouais. Je reste beaucoup plus modeste que ça. La Mais définition effectivement, de stall était un peu plus modeste aussi entre nous, hein. donc voilà, mais c'est faire du décollage court, c'est-à-dire qu'en 350, 400 mètres maximum, on a décollé, quoi. Avec 4 personnes à bord, hein, je précise. Attention. Oui. Quand vous dites sortir de l'eau, c'est-à-dire finalement ne plus toucher l'eau que par ses pattes ou être complètement Dans les Ah feuilles. non, on est sur les foils. oui, sur les foils, d'accord. Ouais, Oui, on oui. est sur les foils. Ouais. Ouais. Donc voilà, justement, la dernière partie de la slide, les foils. Donc rétractables pour effectivement en vol et en amérissage, qui ont été conçus, designés par Martin Fischer, qui est celui qui s'occupe des bateaux de l'America's Cup. Donc bravo à Louis, je dirais, qui voilà, peut s'entourer sur ce projet de personnes dont je dirais la compétence est connue et reconnue. C'est occupé du bateau italien, Luna Rossa, c'est ça? Ouais, Luna Rossa, tout à fait. Tout à l'heure en finale. Ouais, tout à fait. Il est finaliste de la Coupe de l'Amérique. Et là, j'ai appris qu'il quittait, qu'il avait quitté Luna Rossa. Il avait été absorbé par Ineos, par le projet Coupe de l'Amérique Ineos. Voilà. Et pour revenir à la technique, là, il lui faut combien de vitesse pour donc à atteindre au bout des 30 mètres pour être sur les foils? Bah, Pour moi, l'objectif, alors je ne sais pas si on va y réussir à le faire parce que c'est toujours un problème de compromis. Mais mon objectif, c'est que l'hydravion soit sur ses foils à partir de 5 nœuds de vitesse. 5 nœuds, d'accord. Alors pourquoi 5 nœuds? Parce qu'à 5 nœuds, c'est la vitesse pour rentrer dans un port. Ou la vitesse de transit entre un port et la bande des 300 mètres. C'est 5 nœuds la vitesse. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus agréable si on peut arriver à cette vitesse-là, mais ce n'est pas gagné ça encore. C'est une histoire de compromis entre la surface de voilure de l'hydravion, la surface des foils, le profil des foils. Enfin bon, et la puissance motrice avec le pas. Enfin voilà, bon, il y a un ensemble de choses il y a des gens suffisamment instruits et intelligents là, qui travaillent dessus. Mais voilà. Nous, au niveau technique, on est dans ce niveau technique en ce moment, j'ai beaucoup financé en amont des études en CFD. J'ai beaucoup fait d'études CFD sur l'hydravion, sur les profils, avec la société d'Alexis Lapouille à Manicourt. C'est eux qui gèrent et qui sont propriétaires de la soufflerie d'Alain Prost, entre parenthèses. Et donc, ça nous permet de savoir que on va avoir un hydravion qui ne va pas voler comme un fer à repasser, quoi. Dire, au niveau traîné, on est correct. Par exemple, où on va gagner du temps aussi, c'est par exemple pour le refroidissement moteur. C'est-à-dire que c'est là où les heures de CFD nous rendent service parce que ça nous permet de tout de suite savoir où ça passe et si ça refroidit suffisamment correctement le compartiment. Donc, on est vraiment on est affûté sur le sujet, quoi. D'accord. Et juste un petit détail aérodynamique, à voir la configuration, le fait de souffler, là j'ai l'impression que vous soufflez sur la gouverne de direction de profondeur, pardon. Oui. Et c'est volontaire pour augmenter l'efficacité de la profondeur pour sortir de l'eau, ça ou pas? Alors, l'objectif que l'on voulait, c'est descendre au maximum le centre de gravité de l'hydravion. Ouais. Donc, c'est pour cela qu'il est à ce niveau-là.
La difficulté que l'on a aussi, c'est que on a les règles qui sont dictées, c'est-à-dire que entre le bas de la pale de l'hélice et le sol, Oui. le tarmac, donc nous, c'est le plan d'eau, et il faut 18 cm déjà. Donc, on est obligé d'avoir le moteur à une certaine hauteur pour pouvoir avoir notre marge de sécurité par rapport au pas d'hélice et au diamètre de l'hélice que l'on veut mettre sur l'hydravion. Et puis, pourquoi moi j'ai voulu faire un bipoutre, c'est que tout simplement, lorsqu'on amérit, c'est l'avantage des avions, des hydravions à flotteur, c'est qu'ils sont hauts sur pattes. C'est-à-dire que quand ils arrivent près d'un ponton, ils ne sont pas gênés par les ailes. Est-ce que nous, l'avantage que l'on a là, on a les ailes qui se replient automatiquement. Donc, on replie les ailes, mais on peut laisser le moteur tourner. On laisse le moteur tourner et on peut de cette façon-là rentrer dans un port. Alors, bien sûr, quand il n'y a pas de vent, ça, parce que ce n'est pas à moi qu'on va m'apprendre cela, l'effet girouette par rapport avec un bateau sans quille, mais par beau temps ou quoi que ce soit, et on peut accoster un quai avec les ailes repliées et le moteur qui tourne quand même. Au ralenti, bien sûr, on va pas, mais on va pouvoir par beau temps. Le fait d'avoir mis le plan arrière, là, le plan horizontal arrière, vous l'avez mis vraiment, enfin, dans le lit de l'hélice, quoi, dans le flux de l'hélice. Tout Donc, à fait. c'est-à-dire que quand vous soufflez sur la gouverne, enfin, sur la profondeur de façon importante, ça c'est volontaire ou c'est Ah oui, c'est par design? volontaire. Non, c'est volontaire pour avoir un maximum d'efficacité. C'est ça, ouais, pour gagner pour lui lever le nez au décollage. Tout à fait. Bah, c'est pareil, là, sur ce côté-là, on ne réinvente pas l'eau froide. Il suffit de regarder dès que on prend un piper ou quoi que ce soit qui est en train classique, tu souffles l'empennage arrière pour lui lever la queue pour pouvoir avant de lâcher les freins. D'accord, c'est bon. Donc, on est dans la même dynamique. Et vu on décolle sur les foils, c'est comme si on décollait sur un train classique. C'est exactement pareil. C'est ça, bien sûr. C'est du train classique. Dès que les foils sont sortis de l'eau, on est une configuration train classique, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et lorsqu'on amérit, on va amérir sur les foils aussi, de la même façon. D'accord. Donc voilà, je veux dire, c'est de cette façon-là. Mais on a la sécurité que l'on peut aussi amérir sans les foils. C'est-à-dire que la coque supportera un amérissage. Pourquoi? Parce que justement, on a une vitesse d'approche qui est tellement basse que, alors bien sûr, il ne faut pas que la mer soit complètement explosée et déformée, mais tout est… C'est une règle de sécurité en cas de non-déploiement des foils, ça Oui, tout à fait, ouais. C'est ce que j'ai prévu. Ouais, tout à fait. D'accord. Et alors là, parce que moi, le côté marin de la chose, je ne connais absolument rien, mais ça paraît vraiment impressionnant. 80 cm de vague, pouvoir décoller sur un… Alors, il faut faire attention aussi. C'est-à-dire que lorsque tu es à 80 cm de vague, ce n'est pas n'importe quel pilote qui va pouvoir le faire. Ça, j'imagine, oui. Là, le truc, c'est sûr. Mais avec 10, 15 cm, 20 cm de clapot, tu mets la puissance, tu seras en tout équilibre et en toute sécurité au-dessus de l'eau sans aucun problème. D'accord. Donc, c'est ce qui bloque beaucoup parce qu'avec 20 cm de clapot, déjà, tu as pas mal d'hydravions qui c'est chaud pour les faire sortir de l'eau. Donc, surtout avec le redent, ça tape fort quand même. Donc, voilà. Donc, autrement, on passe sur ce slide, on est vraiment… j'ai des gens qui sont là pour m'aider au niveau de la stratégie, au niveau des finances, au niveau vraiment dans tous les secteurs, on a vraiment des pointures autour de nous. Là, j'ai vraiment… moi, dans le projet, je m'estime plutôt comme un chef d'orchestre. Parce que c'est ce que je dis et je fais marrer quand même assez souvent les gens, mais moi, je suis le parfait exemple de l'échec scolaire français. Donc, j'ai plein de gens hyper instruits et intelligents autour de moi, mais moi, de ce côté-là, je donne les lignes directives et après, je les fais bosser parce que je ne suis pas capable de le faire.
Mais c'est vraiment en toute modestie. Et par contre, où je suis assez fier du projet, c'est que j'ai vraiment une très, très belle équipe autour de moi, quoi. Ça, c'est génial. Ouais. Voilà. Alors, je reprends. Donc, même si on a parlé beaucoup et on parle aujourd'hui beaucoup de la version publique, il n'y a pas que ça. On a effectivement en tête plusieurs versions. Une version sanitaire, donc effectivement essentiellement pour aller faire de la, comment dire, euh, de l'intervention en urgence en mer. Une version surveillance, soit avec passagers, soit sans passagers, donc une version drone pour aller surveiller tout ce qui peut se passer sur des côtes ou sur des détroits. Et donc une troisième branche qui est effectivement celle dont on parle plus aujourd'hui, qui est destinée à l'aviation générale, donc plus en haut de gamme, donc avec une première version thermique suivie le plus rapidement possible d'une version hydrogène. Donc ça, c'était une slide qu'on a montée surtout aussi pour les investisseurs, pour leur montrer que on ne disait pas juste un petit marché de niche. L'avion est suffisamment modulable pour pouvoir adresser plusieurs marchés à la fois et donc d'être beaucoup plus stable d'un point de vue business et d'un point de vue rentabilité à long terme. Alors, pour compléter et mettre à jour le côté surveillance, Ouais. pour votre information, Jacques Lemoyne, qui fait partie donc de l'équipe, qui est un ancien 4 panaches de la Royale, c'est un ancien chef de quart du porte-avions d'ailleurs. Et je l'avais mandaté parce que ça ne servait à rien qu'on soit deux sur le sujet, surtout que moi, je parle bien anglais, mais plutôt le soir après 2 whisky. Et le truc, c'est que je l'ai mandaté parce qu'on a été approché par la Marines américaine et la Navy. Et ils nous ont demandé un entretien. On a été les voir à l'ambassade des États-Unis à Paris et on leur a présenté le projet. Et pour votre information, on va leur faire une démonstration en vol de l'hydravion à l'échelle 1/3 en mode drone au premier trimestre de 2022, normalement. Ils viendront nous voir, donc moi j'habite sur Sète, donc ils viendront nous voir dans le coin et pour cela. On est en contact avec eux. Jacques, en ce moment, s'apprête à repartir. Sa maman vit aux États-Unis, à Washington exactement. Et il a énormément de contacts. On a même des contacts au Sénat américain. Donc, on est en contact avec eux. Ils sont extrêmement intéressés par le projet de l'hydravion. Donc, il ne faut pas oublier que l'objectif de Calamalo Aviation, c'est avant tout une clientèle internationale. Le jour où je vais vendre un hydravion en France, ça sera la cerise sur le gâteau. C'est ce que je me dis. Alors, si j'ai des bonnes surprises, ça sera génial. Pour votre information, d'ici à la fin de l'année, on a une commande ferme qui sera payée et on a une commande, une précommande qui sera faite. Donc ça, c'est d'ici à la fin de l'année. Et donc, voilà. Mais nous, à l'heure actuelle, nous avons les grosses pistes que nous avons à l'heure actuelle au niveau de la surveillance, c'est la marine et la Navy américaine. C'est l'étranger. On a aussi, j'ai une personne du Canada qui m'a contacté. C'est un monsieur qui s'occupe de la surveillance des lacs routiers du Canada. Alors, je ne savais pas que le terme existait, c'est lac routier. Donc, ils sont extrêmement intéressés par l'hydravion en modèle drone aussi. Donc, à l'heure actuelle, nous avons un prestataire de service qui va s'occuper de tout ce qui est autopilote, tout ce qui est matériel embarqué du drone, du modèle drone.
Donc ça, c'est au début, là, je l'ai pris comme prestataire de service, mais il sait très bien que si ça se passe bien entre nous et qu'il y a un bon feeling qui continue, mon objectif, c'est de créer soit une joint venture ou quelque chose comme ça par rapport à la structure surveillance, parce que dans ces cas-là, on va créer une société filiale de Calamalo Aviation uniquement pour la surveillance. Et dans ces cas-là, avec cette personne-là, avec cette société-là, eux s'occuperont de tout ce qui est intelligence embarquée, en quelque sorte. Et nous, on aura à l'extérieur, et parce que lui-même est persuadé que à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de drones hydravions, amphibies encore moins. Donc, ça intéresse du monde et ça interpelle pas mal de personnes. Donc ça, c'est À la fin du mois de juillet, je suis le 22-23 juillet, je suis à Ballard, au truc de la marine. Je rencontre les hauts gradés de la marine pour leur présenter le projet. Ils sont donc ça, intéressés. donc ça, Loïc, par rapport à la présentation que vous aviez faite en décembre, c'est vraiment un pôle qui est apparu, hein, qui était pas vraiment votre cible initiale et qui, je pense, devrait donner un gros boost au projet, hein, parce que si les militaires s'y intéressent, ils ont des moyens plus conséquents. Ça peut vraiment Alors, permettre au projet de décoller, sans faire de jeu de mots. ouais, je pense que je suis extrêmement prudent parce que avec la marine ou les armées, c'est extrêmement lent à Ça à peut se prendre du temps. décider. Donc, je suis vachement prudent. Par contre, où je croise les doigts très fortement, c'est que là, on a des pistes quand même assez sérieuses pour rencontrer le commandant des commandos Hubert, par exemple. Et si le projet les intéresse, eux, ils ont des budgets spécifiques ou s'ils disent, nous, on veut un truc, ils ont l'argent pour pouvoir faire quelque chose avec, quoi. Donc, voilà, on est sur cette piste-là. Quand on parlait d'équipes vraiment proches de moi et où je suis fier d'avoir cette équipe-là, on a dans l'équipe qui travaille d'une façon bénévole une personne qui s'appelle Frédéric Glorieux. C'est l'ancien 5 panache de la marine qui s'est occupé de toute l'intégration des drones dans la marine nationale. Là, il est parti à la retraite marine, il est dans une société privée, mais c'est lui qui m'ouvre les portes à Ballard, par exemple, et ailleurs, à l'état-major de la marine. Et il les connaît tous, bien sûr, parce que c'était Monsieur Drone pour la marine nationale, quoi. Et en Et, dehors de et la, sachez que le modèle intéresse beaucoup la marine par rapport au Bixmuth, par exemple, au BDC, au bâtiment de débarquement de chars, ce qu'on appelait nous à l'époque. C'est Bismuth, il y a le Mistral aussi, qui sont les bateaux à radier avec le pont plat. Parce que nous, ils sont en PMP à 70, 18, ils avancent à 18 nœuds. Nous, en 70 mètres, avec 18 nœuds de vent de face, on a décollé, quoi. Donc, on décolle du pont plat des BDC et on peut aussi être mis à l'eau par l'extérieur parce qu'on a les ailes qui sont repliables et le moteur qui tourne. Et on peut sortir aussi des radiers du BDC, le radier arrière qui est ouvert, on sort, on rentre dedans sans aucun problème. Donc, on interpelle les gens de la marine et de l'état-major de la marine parce que par exemple, pour faire les mouvements entre un port ou la terre et le bateau mouillage ou relativement près des côtes, on pourrait facilement faire les navettes entre l'un et l'autre, quoi. Donc, pour l'instant, on a éveillé un intérêt. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on aura le privilège d'aller jusqu'au bout, mais on les intéresse, quoi. On se bat pour. Et en parlant de surveillance, il y a dans le domaine plus civil, je lisais, là, j'étais en Corse comme toi, Bernard, récemment. Encore ce matin, il parlait de la nappe de pétrole là, qui est arrivée sur Porto Vecchio, où toutes les plages sont fermées.
Et il parlait d'un programme d'investissement au niveau européen, mais qui concernera la Corse, pour surveiller les côtes et surveiller éventuellement tous ces bateaux qui rejettent du pétrole en mer impunément. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi les réfugiés, hein, les boat people qui cherchent à traverser de l'Afrique pour arriver en Italie. Donc il y a vraiment des besoins de surveillance qui apparaissent. Généraliste, tout à fait. Alors, sur le sujet, je vais vous faire rigoler, peut-être Jaune, mais j'ai l'association qui va chercher les réfugiés en mer m'a contacté pour savoir si l'hydravion était disponible. Faut les chercher. Donc c'est dans les deux sens. On fera 2 couleurs différentes s'il faut, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Mais c'est sûr que pour tout ce qui est surveillance nappe phréatique, d'ailleurs, si vous regardez les vidéos que l'on a mises sur la chaîne YouTube de Calamalo Aviation, on en parle et on le dit bien, c'est pour ça, quoi. Donc, je pense qu'on peut intéresser pas mal de monde au niveau. Alors, pour l'instant, il faut bien se dire que pour moi, l'axe prioritaire de la société, c'est le moteur thermique, hein. Je veux dire, là, c'est vraiment là-dessus parce que avant qu'on puisse alimenter des points dans le monde entier à l'hydrogène, il y a quelques années à passer. Donc, pendant ce temps-là, il faut qu'on fasse vivre l'entreprise. Donc, pour moi, c'est vraiment le moteur thermique en premier. Pourquoi je mets autant en avant le côté hydrogène? C'est simple, c'est parce que je veux absolument faire, entre guillemets, copain avec les écolos. Pourquoi? Parce que je veux absolument réussir. Là, je suis en relation avec M. Isnard, l'amiral Isnard, qui est le commandant de la Méditerranée pour la France, là, au niveau des affaires maritimes. Parce que mon objectif, c'est d'arriver à pouvoir avoir sur toute la surface méditerranéenne française, avoir le droit d'amérir au-delà des 300 mètres. C'est-à-dire que si je réussis à amérir au-delà des 300 mètres, je suis le roi du pétrole parce que je peux rentrer dans n'importe quel port de pêche, de commerce ou de plaisance avec mon hydravion parce que je rentre à la vitesse d'un bateau et je suis un bateau lorsque je suis posé sur l'eau, quoi. Donc, on est en train de travailler là-dessus. J'y vais relativement doucement pour continuer à être crédible par rapport, parce que j'ai toujours pas ma levée de fonds de catégorie A qui est faite, mais où ça va beaucoup bouger. Là, je vous donne un scoop parce que j'ai eu le courrier que hier. Même Bernard, il n'est pas au courant. Là, je vous dis. Courant septembre, j'ai reçu la lettre officielle. Courant septembre, je suis auditionné à l'Assemblée nationale devant les députés et les sénateurs pour présenter le projet et les difficultés que l'on a pour les levées de fonds et faire aboutir un projet et rester en franco-français. Parce qu'à l'heure actuelle, sur la levée de fonds que l'on a de 6 millions, à l'heure actuelle, j'ai 2 millions de dollars d'un fonds d'investissement américain. J'ai une marque d'intérêt écrite. J'ai une family office pour 1 million de dollars anglaise. J'ai un français pour 1 million d'euros à peu près. Mais on bute sur le reste. Donc là, on risque d'avoir un investisseur complémentaire. J'ai de nouveaux rendez-vous en fin de semaine avec lui, qui est relativement important. Donc, j'espère que je vais réussir à le faire craquer et fonctionner sur le projet. Ce n'est pas gagné. Mais alors lui, il est d'origine égyptienne. C'est un Français qui vit à Lyon. Qui a extrêmement bien réussi professionnellement. Il pèse, à l'heure actuelle, il est dans la vie active encore, il pèse plus de 100 millions d'euros. Il a plus de 6000 salariés dans le monde entier. Donc voilà, mais en septembre, je vais essayer d'enfoncer le clou pour être remarqué par certaines instances. Parce qu'à l'heure actuelle, je me suis fait, par exemple, donc, je parle des réussites, mais là, je vais parler d'un échec qui m'a vraiment choqué.
Il y a le projet Maël, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a Aerospace Valley qui a été créé à Toulouse ces derniers temps avec l'aviation verte. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Et il y avait un concours où ils financent jusqu'à 45% les projets pour l'aviation verte. Nous, on a monté un dossier qui a été validé par les membres de l'équipe que j'ai présenté. Et mon projet n'a pas été retenu. Pourquoi? Parce que mes prestataires de services ne sont pas sur l'Occitanie, mais sont sur la France entière. Et quand j'ai dit que, écoutez, la région de Toulouse, c'est Cocorico, effectivement, c'est Airbus, mais il n'y a pas que Airbus en France. Et que par rapport à notre projet, les meilleurs ne se retrouvaient pas spécialement en Occitanie. Et à cause de cela, plus on m'a dit, Loïc, il faut que tu fasses du lobbying parce que tu n'es pas dans le spectre visuel des décideurs qui ont dit non à ton projet. Et on m'a dit non au projet. Et là, on s'assoit sur 250 000 euros pour le mois de janvier, quoi. Et tout ça, c'est uniquement pour des problèmes politiques. Parce que moi, on m'a dit que en quelque sorte, que je ne faisais pas assez partie de la bande des copains et que je ne faisais pas travailler les copains, donc je n'avais pas été pris. Mais de toute façon, je ne reviendrai pas là-dessus et je ne changerai pas mon fusil d'épaule parce que de toute façon, les équipes que l'on a qui travaillent avec nous, ils travaillent depuis de nombreuses années avec nous. Ce sont des gens qui sont fidèles à mon projet depuis longtemps. Et je ne vais pas faire copain-copain pour éventuellement récupérer une subvention d'une région parce qui privilégie ce côté-là. Donc, il y a Éric Pupier, pour tout vous dire, parce que là, on est en circuit fermé. Il y a Éric Pupier et M. Walter qui viennent me voir à Montpellier le 6. Ils se déplacent de Toulouse pour me voir. Mais moi, je leur ai clairement dit, je lui ai dit, écoutez, si je ne réussis pas à avoir des subventions avec la région Occitanie parce que je ne suis pas assez copain, je ne suis pas assez toulousain, bah, j'irai sur la région PACA ou ailleurs, et puis c'est tout. Mais c'est pour ça que au mois de septembre, mon intervention à l'Assemblée nationale face à cette chambre, là, je vais appuyer là où ça fait mal. Bernard, il me connaît que j'ai pas, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis et je ne me gêne pas. Mais là, je suis complètement dégoûté parce qu'on a bossé pendant au moins 3 semaines à 17 heures par jour avec la personne qui nous accompagne, que je rémunère, qui s'appelle Louis Mercier, pour le projet parce que c'est sa spécialité. Et on a été débouté à cause de cela, quoi. C'est fou, quoi. C'est pourquoi? Parce que je ne suis pas dans les réseaux. Et ça, bon, voilà, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc voilà, bon, le côté positif et le côté négatif du projet. Allez, on continue. Ok, je vais essayer de passer donc un peu plus rapidement, puisque bon, la présentation, le support que j'ai pris, c'est effectivement la présentation qu'on fait pour les investisseurs, hein, donc il y a un peu de tout là-dedans. Donc on a regardé effectivement les avantages et on a regardé aussi les inconvénients hein, par rapport aux challengers, que sont tout type d'autres aéronefs, les hélicos, voire transport terrestre. Par rapport aux hélicos notamment, hein, puisque on nous pose régulièrement la question par rapport effectivement, pourquoi pas un hélico, etc. C'est surtout le coût opérationnel qui fera je pense, l'énorme différence, puisque nous, l'avion sera facilement maintenable d'un point de vue la maintenance en service par rapport à des hélicos où il y a des gros budgets. On a regardé forcément aussi par rapport aux challengers existants de l'hydravion. Donc voilà, on a tout ça de disponible s'il fallait. On va éviter de parler des autres ce soir, mais voilà, on a fait le boulot entre guillemets. C'est disponible si besoin. On a fait une étude de marché qui est un peu plus conséquente parce que là, on voit que c'est que des LSA. Mais on a fait aussi, on est monté en puissance jusqu'au Dornier, qui est Seastar, qui est en cours de certification à l'heure actuelle. Voilà. Alors, on a aussi fait donc une analyse de marché pour un hydravion 4 places, puisqu'on était parti sur d'autres versions au tout début. Hein. Donc, à force effectivement de se renseigner, d'avoir des retours et des sollicitations clients,
On a affiné ça et donc on est aujourd'hui effectivement, on vise clairement le 4 places. Et comme Loïc a mentionné, directement à l'international, puisque, entre guillemets, c'est pas juste le marché français qui nous fera vivre. Et on tient compte aussi, comme Loïc l'a mentionné, des temps de réaction des décideurs qui peut aussi influencer notre bonne marche à nous. Voilà. En résumé, je dirais qu'il y a le nombre d'avions nécessaires et voulus à faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est sans compter effectivement les drones. Voilà. Donc le plan de développement commercial, donc on a effectivement aussi pas mal travaillé là-dessus pour préparer effectivement ce déploiement directement à l'international avec 2 filiales à l'étude, une qui couvrirait les Amériques, on va dire, donc qui serait sur la Floride, et une qui couvrirait l'Asie, qui serait aujourd'hui sur le Cambodge. Donc, on a déjà effectivement des contacts, des discussions avancées d'un côté comme de l'autre. Et on regarde aussi tout un réseau de distributeurs donc dans des pays où pour l'instant on a un intérêt marqué, je dirais. Donc, la France, le Canada, le Pérou, Madagascar, Réunion et Afrique du Sud. Voilà. 3 gammes de produits, on en a parlé, et on se veut forcément, je dirais, compétitif pour pouvoir rentrer rapidement sur le marché. Donc, tout en, je dirais, visant un marché haut de gamme, on essaie de rester, je dirais, raisonnable en prix. Et donc, à aujourd'hui, on tombe sur un prix de base euh, révisé, puisque là, c'est pareil, on a fait pas mal de simulations et d'allers-retours. Donc, un prix de base de 550 000 euros en fait. Voilà. Donc, on réfléchit d'ores et déjà forcément à la mise progressive en production, le ramp-up, comme il dit chez Airbus. Et donc, on a calculé au fur et à mesure le nombre d'appareils qu'on pourra faire. Alors, qu'on pourra faire raisonnablement. C'est un plan effectivement qui se veut raisonnable. On a vu chez on va dire, les concurrents des plans déraisonnables qu'il a fallu qu'ils révisent. Ça fait mauvais genre. On nous a demandé de temps en temps aussi de gonfler un petit peu les nombres, conseiller de gonfler les nombres. C'est pas ce qu'on a voulu faire. Voilà, donc c'est des chiffres plus réalistes, je dirais, pouvoir le faire sereinement avec la qualité requise, sans se prendre, je dirais, les pieds dans le tableau, et ce qui permet de lancer et de faire vivre la société tout à fait honorablement aussi. Forcément, c'est comme dit Loïc, toute une histoire de compromis. À terme, on va dire très rapidement, à moyen terme, voilà, on vise effectivement une 50aine d'unités par an. Nous, Donc, vas-y Loïc. je disais que le BP qui peut être à votre disposition, il n'y a pas de problème. Notre objectif, nous, c'était pas de faire un BP gonflé pour pouvoir avoir des investisseurs tout de suite. J'ai vraiment accentué auprès de toutes mes équipes de faire quelque chose de réaliste. Nous, on sait qu'à l'heure actuelle, par rapport à la levée de fonds de catégorie A que l'on est en train de mettre en place, on sait que dans 3 ans, on aura le prototype qui va voler. Mais j'ai pas voulu arriver à. Mon objectif, c'est pas de dire on gonfle le BP parce que de toute façon, tout le monde triche sur le sujet. C'est ce que je disais dernièrement à un fonds d'investissement public. Il dit vous pourrez regarder, tout est. Alors c'est vrai que ça peut paraître faible comme prétention, mais je préfère être faible comme prétention et puis après créer une deuxième ligne de montage que de dire tout de suite on va faire ceci et cela, et puis être comme des couillons à ne pas pouvoir tenir nos engagements par rapport aux gens qui nous ont fait confiance et qui ont mis de l'argent sur le projet. J'ai lu que les Américains là, qui font l'Icon A5, Ouais. ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ils avaient prévu une production de 1000
1000 avions par an, ils ont embauché à tour de bras et Bah, là, le prix de l'hydravion étant trop élevé, ben, ils ont été obligés de rabattre clairement leur ambition, ce qui a été Tout à fait. Hein, douloureux. sans les mentionner, c'est eux que je mentionnais tout à l'heure. Hein, donc, tout à fait. et ça va plus loin que ça. Il y a les Chinois qui sont rentrés dans le capital de l'entreprise, qui ont pris le rôle de PDG. Ils ont mis un Chinois à la place. Et à l'heure actuelle, il y a une procédure américaine de justice de spoliation intellectuelle de la société Icon pour repartir sur la Chine. Donc, il y a ce problème-là Oui, ça y est, hein, il y a une procédure judiciaire qui a été lancée. Hmm. voilà. Nous, Donc, il y a eu la même chose en France avec la société Lisa Airplane. oui. Donc, comme quoi il y a un intérêt, hein, ça c'est clair. Donc voilà, le BP, le business plan est disponible, mais les deux grands messages sont effectivement d'être à l'équilibre d'un point de vue cash flow en 2026, hein, donc d'ici 5 ans, et de pouvoir dégager des bénéfices honorables et donc commencer à distribuer, redistribuer, on va dire, aux actionnaires d'ici à peu près 7 ans. Ok, alors les besoins en financement, là c'est pareil, je vais faire un gros résumé. Donc on, on a fait, on va le dire au passé, donc la première levée de fonds auquel a participé l'association, qu'on a lancée en décembre, qu'on a lancé véritablement donc fin d'année dernière, qui s'est clôturée il n'y a pas si longtemps que ça administrativement parlant. Donc on a réussi pour l'instant à récolter un peu plus que 300 000 euros, ce qui nous permet effectivement de lancer le prototype. On peut toujours récolter encore des fonds, il y a encore 100 et quelques mille de disponibles, comment dire, oui, oui, de compartiments, voilà, je cherche le terme, disponibles pour jouer effectivement aussi sur cette première rentrée de fonds. Et d'ores et déjà, on prépare la deuxième, où là, on parle en millions. Il y a pas de... Ouais, ok. Voilà, on parle en millions pour pouvoir lancer véritablement toute la production derrière et je dirais toute la société. Oui, oui, le compartiment production de la société. Voilà. D'accord? Donc, pour les grands nombres. Donc, le financement du Morgan, effectivement, on l'a prévu donc en 3 étapes. Ah, si, ben voilà, il y a les montants. Donc, à aujourd'hui, on cherche de l'ordre de 6 millions, 6 millions, 6 millions et demi. Et on a prévu donc 3 levées de fonds à peu près tous les 2 ans pour pouvoir effectivement atteindre la vitesse dans le long terme. Voilà. Tu veux rajouter rapidement, Loïc, non, sur les nombres? Donc là, c'est sur les 15 millions que l'on a, c'est uniquement par rapport à la motorisation thermique, hein. On n'est pas sur le budget hydrogène. Donc, C'est 10 millions en plus, hein, c'est ça? voilà, tout à fait. Ça, c'est dit ça. Ouais. Tout à fait. Et Mais, les 6 millions correspondent aux deux protos là, qui permettront de certifier alors, l'avion. nous, les 6 millions, moi, sincèrement, ça sera légèrement moins, ça va nous coûter moins cher que ça, mais je veux une marge de sécurité parce que là, quand je vois, je n'avais pas l'expérience des levées de fonds, mais quand je vois comme ça traîne et que le retard que cela prend, parce que là, pour votre information, j'ai toujours pas touché l'argent le phénomène d'amorçage. Normalement, c'est d'ici à la fin de la semaine, ça va se faire, mais pour l'instant, c'est pas encore fini. Donc, j'ai pas l'argent en tout cas. Et le truc, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, en accord avec le côté financier de l'équipe, ils m'ont dit effectivement, Loïc, tu cherchais 5, 4, 5, 5, on va mettre 6. Pourquoi? Parce que on veut c'est bien d'avoir cette marge de sécurité qui va nous permettre de pouvoir être moins stressé s'il y a un retard ou s'il y a un décalage au niveau du développement de l'hydravion ou s'il y a des coûts supplémentaires ou quoi que ce soit. Et si surtout on se retrouve avec le fait que, comment dire, on se retrouve avec un retard au niveau de la deuxième levée de fonds qui suit.
je ne veux pas planter l'entreprise à cause de cela, quoi. Donc les deux protos ou le premier proto, il va voler quand? Alors, nous, les deux protos que l'on fait, c'est les 4,5 millions les 5 millions que je vais utiliser. Les 5 premiers millions, c'est finir le développement technologique de l'hydravion, fabriquer le proto 0 qui est destiné à la fabrication pour les tests structuraux du projet. C'est pour l'autorité, hein, tout simplement. C'est pour le début de la certification, pour les tests structuraux. Et le proto 0,1, parce que c'est le proto 0 et 0,1, et le proto 0,1, lui, est destiné aux essais en vol. La seule chose, c'est qu'à l'heure actuelle, notre façon de travailler est de telle façon, c'est qu'on va pouvoir intégrer directement dans la ligne de production. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un proto pour montrer ce que l'on est capable de pouvoir faire dans le futur. On fait un proto pour rentrer directement dans la production. C'est un premier de série, quoi. Oui, un premier de série. Voilà. Alors, je ne connais pas tous les termes, je m'en excuse. Voilà, c'est ça. J'ai envie ça s'appelle un premier de série. Donc, voilà. Et c'est 3 ans après la clôture de la levée de fonds catégorie A. Voilà. C'est ça sera 3 ans maximum. Et le test structural, Loïc, il se fait comment? Il y a une structure d'un centre de test, vous le mettez dans un centre de test, comment ça va se passer? Non, on va essayer de le faire nous-mêmes. On va essayer de le faire nous-mêmes. La seule chose, c'est que à l'heure actuelle, on a 2 sociétés qui sont en Allemagne avec qui qui vont être prestataires de services pour nous. C'est 2 sociétés d'engineering avion. Je peux vous dire, il y en a un que c'est A+ Aéro et l'autre c'est K Aéro, qui sont du côté de Berlin. Et ce sont des gens qui ont, il y a à peu près entre 14 et 17 ingénieurs dans l'entreprise. Et eux, l'avantage que l'on a, c'est qu'eux, ils ont le POA, DOA en permanence. Donc, ils vont intégrer notre bureau d'études dans leur équipe. Notre bureau d'études associé à leur équipe va finir de développer l'hydravion. C'est eux qui vont s'occuper de la certification de l'hydravion. Et une fois que tout ça leur a fait, intellectuellement, on va tout récupérer nous-mêmes dans nos locaux. Et de cette façon-là, l'équipe sera certifiée POA, DOA par rapport au projet de l'hydravion. Alors, ça va nous coûter un peu plus cher, mais l'avantage, c'est que ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide au niveau de la certification de l'appareil. C'est la façon que l'on a décidé de faire pour pouvoir avancer plus rapidement et d'une façon plus pertinente. Pour sécuriser le planning. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, dans la conception de l'appareil, vous en êtes où Alors, on est relativement avancé. On a le dossier du cahier des charges, tout ça, c'est fait. On est en contact donc avec ces futurs prestataires de services. On n'a pas dit à l'un ou à l'autre lequel on allait choisir. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va négocier les prix quand même jusqu'au bout, quoi. Et parce que c'est des sommes qui sont relativement conséquentes. Mais voilà, c'est notre façon de vouloir travailler. C'est cette façon-là qu'on va essayer de. Alors tout ça, c'est sous le couvert de Frédéric Gerlaine, qui est vraiment mon bras droit, qui va être le responsable technique du projet, qui va être le patron du bureau d'études. Je me repose sur lui, quoi. Le côté technique, c'est lui qui sait faire, quoi. Et en plus, il a le métier, il a l'expérience qui va bien. Il est suffisamment structuré dans sa tête pour pouvoir avancer d'une façon sérieuse. Et c'est lui qui a fait l'avant-projet, l'étude de la faisabilité, c'est lui qui a fait ça, non? Ouais, alors la faisabilité du projet, non, mais parce que c'est moi qui ai gratté là-dessus. Mais tout le côté, tout le développement technique, c'est lui. Les fiches, toutes les fiches produits, c'est lui qui les fait. Enfin, c'est tout lui qui structure. Frédéric, c'est l'ancien patron de chez Danielson qui a développé le moteur Trident. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un moteur qui est uniquement destiné aux drones. C'est produit à Manicourt. Le big boss, c'est M. Laporte. Et ils sont partis d'une feuille blanche pour concurrencer le Rotax 912 et 914.
au début, c'était prévu pour le grand public et la surveillance. Et finalement, vu qu'ils ont fait des erreurs au niveau de l'immatriculation produit, et finalement, ils se sont retrouvés coincés à pouvoir faire que de la surveillance. Donc là, ils ont vendu, ils sont partis d'une feuille blanche, et là, le moteur, il est produit en série et il est vendu à Leonardo, il est vendu à l'armée américaine et tout ça. C'est un moteur thermique qui concurrence, qui est en injection directe, carter, magnésium et tout ça, qui est fait que pour les drones. D'accord. Voilà. Donc, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une personne qui est non seulement passionnée, qui est pilote, qui a son propre avion et tout ça, mais en plus, il est complètement dans le domaine industriel. C'est-à-dire que le mec, il est formaté de cette façon-là. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur le sujet. Là, c'est le consortium H2 que l'on a développé. Donc, vu que ça fait quelques années que moi, j'ai déjà dans la tête d'essayer de faire voler l'hydravion à l'hydrogène, alors c'est vrai que Toulouse vient de se réveiller ils veulent être les numéros 1 de l'hydrogène, mais par exemple, le FSLab de Belfort, ça fait 15 ans qu'ils sont dans l'hydrogène. Et donc, nous, on est d'ailleurs, on a été labellisé véhicule du futur par le pôle hydrogène de Belfort. Et c'est Daniel Issel qui a reçu d'ailleurs la médaille du CNRS cette année, là, il y a un mois ou deux, par rapport à son travail qu'il fait au niveau de l'hydrogène, qui va être le banc d'essai du projet, quoi. C'est-à-dire que tout l'ensemble propulsion hydrogène de l'hydravion sera testé dans son labo et dans son université. Autrement, on a H3 Dynamics pour la pile à combustible. On a Adevanta qui est tout le bloc technologique entre la pile à combustible et le moteur électrique. Et on a Solution F qui nous développe le moteur électrique de l'hydravion. Voilà. Et ce sont des gens, Adevanta comme Daniel Issel ou Eric Chantriot qui ils tiennent la route depuis pas mal, au moins 15 ans, quoi. Voilà. Okay. Et donc, non pas dernière blanche, j'allais dire dernièrement, pour donner un peu de vue un peu plus long terme. Donc, quelques effectivement marques d'intérêt, on a mis que les plus importantes, je dirais. Voilà, juste pour résumer, on a pas mal de demandes, marques d'intérêt, sollicitations et donc première intérêt de commande, on va dire. Ce qui est dans la liste peut-être remarquable, c'est effectivement les pays d'où émanent les demandes. Et on voit effectivement aujourd'hui qu'on a une aura, je dirais, internationale. Donc, ça, c'est effectivement à la fois pratique et ça nous donne confiance sur la solidité du modèle. Voilà. Donc, pas mal de marques d'intérêt, que ce soit au niveau donc, des investissements, que ce soit au niveau de partenariats, donc plus en distribution commerciale, voire, tu ne l'as pas mis là-dedans, mais effectivement des intentions d'achat. Voilà. Un peu en résumé au niveau du marché. Donc, on est parti effectivement d'un postulat assez simple. On a peut-être dû commencer par ça. Mais effectivement, la planète est quasiment couverte d'eau aux 3/4. Et donc, il y a besoin forcément d'un intérêt pour aller, je dirais, explorer ces zones-là et pouvoir notamment amérir sur ces zones-là. On a regardé aussi au niveau d'îles, d'atolls accessibles. Et là, c'est pareil, les nombres font un peu chavirer. Rien qu'en Indonésie, puisque moi j'ai passé 1 an à Singapour, puis 1 an en Malaisie. Donc j'ai pu pas mal étudier le marché, je dirais, et les intérêts là-bas sur place. En Indonésie, il y a 16 000 îles à rallier entre elles quotidiennement. Voilà. Donc ça donne un petit peu je ne parle pas du nombre de lacs au Canada, etc.
Même en France, on ne sait pas forcément, mais on a quand même déjà une centaine d'îles habitées. Et donc, forcément, on peut rallier grâce à cet appareil, grâce au Morgan. Il y a Voilà. pas mal de plans d'eau aussi. Et pas mal de plans d'eau aussi. Ouais. Je sais pas Ouais, combien. il y a un gros travail juridique à faire par rapport au plan d'eau parce que à l'heure actuelle, c'est géré par EDF. Et c'est pour ça que je veux absolument développer en parallèle le projet hydrogène, parce qu'on va être on est emmerdé en permanence par les écolos. En développant en parallèle le modèle à hydrogène, on leur coupe l'herbe sur le pied en disant, écoutez, nous, de toute façon, les bâtiments de l'entreprise vont être en énergie négative. On a au niveau des matériaux intérieurs de l'hydravion, tout doucement, on bascule sur du recyclable. Donc, on essaye un peu de leur couper l'herbe sous le pied, quoi. C'est de cette façon-là. Mais en France, c'est extrêmement compliqué pour pouvoir arriver à éviter la mainmise des écolos sur le Et donc, deux derniers petits points, je dirais, d'un point de vue timing. Le Covid nous aide, finalement. Ça a aussi des avantages, je ne sais pas comment dire, des points positifs, puisque de plus en plus de gens ont un peu, on va dire, peur, je ne sais pas comment il faut dire, ou une petite angoisse de voyager à plusieurs et de voyager surtout avec des inconnus qui pourraient être porteurs du virus. Et donc, on a vu effectivement, il y a de nombreuses études qui le montrent maintenant, factuellement, je dirais, qui est que l'aviation privée va ressortir, je dirais, comment dire, musclée de cette épidémie sanitaire. Voilà. Et donc, c'est valable pour nous, pour la version effectivement hydravion. Et je cerise sur le gâteau aussi d'un point de vue timing. Il n'y a pas eu de renouvellement du marché d'hydravion spectaculaire et plus marqué que ça ces dernières années. Donc, un gros vieillissement des appareils actuels et donc un marché du renouvellement, on va appeler ça comme ça, qui est aussi assez important derrière. Voilà. Voilà, une petite planche, une dernière planche pour l'ambition à beaucoup plus long terme. Je te laisse la parole, Loïc, parce que ça, c'est vraiment ta vision à toi, ton côté visionnaire. Oui, c'est vrai. À l'heure actuelle, on s'aperçoit que tous les twin otter, tous les appareils de 15-19 places qui existent sont des appareils qui sont remis en permanence au goût du jour et à l'entretien parce qu'il y a les problèmes de salinité, il y a les problèmes d'usure qui est relativement forte. Et je sais, parce que je suis en contact avec des gens un petit peu en Malaisie et tout ça, qu'à moyen terme, sous 10 ou 15 ans, il va falloir qu'ils fassent évoluer la gamme des hydravions parce que justement, à cause de l'écologie et tout ça, ils ne pourront, ils vont, il va y avoir un blocage. En plus, les machines, elles s'épuisent, ils les remettent en état, ils les refabriquent, ils bricolent dessus, mais à un moment donné, ils sont en Malaisie, par exemple, il y a 8000 personnes par jour qui sont transportées en hydravion, quoi. Ça donne une idée il y a du débit, quoi. Donc, moi, ce que je veux faire par rapport à l'entreprise, c'est arriver à bien nous asseoir et à bien roder l'équipe et acquérir nos lettres de noblesse en tant que constructeur assembleur d'hydravions. Et puis, une fois que tout cela va être bien rodé, dès que l'hydravion va être relativement connu et reconnu, parce que d'une part, en plus, il a un look qui est différent des autres, on va pouvoir commencer à réfléchir à faire une étude de marché. Parce qu'effectivement, là, je parle de 15 places, mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est un 9-12 places qu'il faudra faire, un 12-14 places ou un 14-19 places. C'est complètement différent. Les budgets sont complètement différents au niveau investissement et développement. Donc, on fera une étude de marché avec nos clients et puis on s'adaptera à l'étude de marché et on développera un nouvel hydravion dans la même logique que le Morgan, qui est pour moi, c'est né de la mer.
Et avec cet esprit-là, et c'est de cette façon-là que je vois l'évolution. En sachant que Calamalo Aviation, ultérieurement, aura différentes filiales. Il y aura la filiale école de pilotage, il y aura la filiale transport de fret rapide, parce que le Morgan, il peut très bien être dronisé pour faire du transport de fret entre les îles, de transport de fret léger. La Navy américaine, quand ils sont venus nous voir, ils nous en ont parlé, ils m'ont dit, à l'heure actuelle, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on utilise les hélicoptères pour passer de la terre au bateau ou inversement pour transporter des colis. La moyenne des colis est de moins de 25 kilos. Donc, ils ont un coût, ils ont une économie d'échelle à faire au niveau du coût de vol qui est relativement conséquent. Et notre hydravion les intéresse. Alors, il y a le drone, en petit, c'est une chose, mais eux, ils sont plus sur une taille plus grosse, mais ils veulent nous voir, quoi. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un renouveau du monde de l'hydraviation qui est en cours et qui se précise d'autant plus que les Chinois, eux, ont énormément développé le monde de l'hydravion, que le déséquilibre qui est en train de se mettre en place du côté du Pacifique inquiète beaucoup de monde et que les Américains se sont aperçus qu'ils n'ont plus d'hydravion et que pour aller d'une île à une autre, un amphibie, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir de structure implantée et tout. Et moi, autre truc au niveau de la surveillance, j'ai la Polynésie qui m'a contacté parce qu'ils ont des gros soucis en ce moment pour la surveillance des pêches en Polynésie, parce qu'il y a les Chinois qui viennent piquer le poisson. Donc, ils m'ont demandé quand est-ce que leur avion allait être visible et qu'ils pourront l'essayer parce que 1000 km d'autonomie avec l'hydravion, avec une personne à bord et du matériel électronique pour surveiller, ça les intéresse fortement, quoi. Voilà. Bon. Voilà en gros pour la Voilà, mise à jour. Bah, On reste contactable sans souci, soit directement via Loïc, soit via moi-même. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je suis assez impressionné là, en espace de 6 mois, les projets que vous avez faits, les contacts. Enfin, on sent qu'il y a des marchés qui apparaissent que vous n'aviez pas forcément en tête. Je trouve que ça prend une bonne tournure, quoi. Ça, merci. Ouais. ouais. j'arrive, ouais, on s'investit un peu, quoi. Ouais, ouais. Non, ça paye, ça, visiblement, Mais bon, là, il faut vraiment que j'arrive à faire rentrer davantage d'argent parce que Les sous, je ouais, pensais voilà. vraiment, je pensais vraiment arriver à avoir l'aide là de l'aviation verte. Là, ils en font tout un pataquès. Et quand je vois de quelle façon je me suis fait envoyer bouler, Ouais, mais on va rattraper le coup. Je pense qu'on non, on peut pas, ça va sera pas devenir un peu le plus coup. Mais politique. bon, on va voir comment faire. Mais c'est vrai que il y a une injustice là qui est dure à avaler, quoi. Bon, voilà, Ouais, je vous parle du côté positif. Il faut aussi, on apprend j'ai aussi. pas ouais, envie de discuter. discuter. Ouais. Jamais été comme ça. Je vais vous parler aussi de mes échecs. Et pour moi, là, c'est un gros échec parce que je pensais vraiment avoir passé au moins la première étape, y être écouté. Et la seule chose, je ne sais pas qui a été juge, mais moi, j'aurais dit, écoutez, là, d'arriver non, mais c'est trop tard maintenant. Donc, et puis, je ne vais pas attendre le mois de septembre ou octobre l'éventuel de nouveaux passages parce que, en plus, ce n'est pas rétroactif qu'ils font les trucs. C'est-à-dire que la lancée du projet que je paye maintenant, en septembre ou octobre, toute cette somme-là d'argent, elle sera obsolète, quoi. Je ne pourrais pas Ah être. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, je suis coincé. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est mort. Mais, le truc, je leur ai dit, écoutez, à un moment donné, je ne comprends pas. Et puis, lorsqu'on me dit qu'il faut que je renforce mon côté technique du projet, je l'ai, hein, le mail, hein, je peux vous le dire. Oui, Et non, mais j'étais complètement écœuré. Et quand on me dit qu'il faut que je renforce mes partenariats techniques, que je revoie le côté
les fondamentaux de l'entreprise même. J'ai dit, mais les mecs, vous avez regardé mon dossier ou quoi? J'ai 4000 heures de vol en hydravion, je suis pilote, je suis instructeur, j'ai mon école de pilotage, je suis un ancien marin. Je veux dire, il y a un background entre moi et mon équipe, je ne peux pas la faire plus costaud que cela, quoi. Oui, oui, je pense qu'on a un défaut, c'est que, et surtout entre ingénieurs, on est trop rationnel. Il va falloir apprendre à être politique. C'est un autre Mais, métier. ouais, bah ouais, mais tu sais, formé par Et Kersozon, non, j'ai mais du mal à être voilà. politique, hein. Non, mais je pense que Bon, voilà, je pense que et c'est ça qui est motivant, je dirais, dans cette aventure, c'est qu'on apprend tous les jours et on apprend, ouais, je sais pas s'il faut appeler ça des métiers différents, mais voilà, il y a des fois où ouais, on est devant des murs un peu surprenants, qui est que, bah, je dirais, techniquement et ouais, de manière pragmatique, on a, je pense, absolument tout ce qu'il faut et on tombe sur des décideurs, allez, on va dire politiques, où il faut expliquer probablement les choses différemment ou s'y prendre différemment. Enfin, on a encore des petits trucs à prendre, quoi. Voilà. hmm. Bon, Parce que c'est là, ça, quoi. j'ai vraiment les personnes qui m'accompagnent, que ce soit donc Jacques Lemoigne, qui est quand même, lui, il a levé 24 millions d'euros sur son dernière start-up en 5 ans. Que ce soit Léonard Fabre, qui est lui l'ancien, enfin, je ne sais pas s'il est encore, je ne sais pas trop, patron du fonds d'investissement aéronautique du Koweït. Ce sont des gens qui connaissent particulièrement bien le montage des dossiers et tout ça. Et ils m'ont dit que mon dossier, il était, il est à votre Ah oui, il est disposition si béton, vous il est voulez le béton. voir, hein. Je cache absolument rien aux membres de mon équipe et je peux vous le montrer. Et ils m'ont dit que le dossier il était béton et ils ne comprenaient pas du tout. Ils ont dit, mais les mecs qui sont en face, il y a un problème. Le problème ne vient pas de toi, quoi. Mais n'empêche que je m'assois sur 250 000 euros et ça fait mal. Oui, voilà. C'est ça le truc. Peut-être pour finir la présentation, la discussion, est-ce que, je ne sais pas s'il y a des commentaires, Christine, François et Philippe, est-ce que vous avez des commentaires ou des questions Ouais, ou des questions à ou des poser. réactions, je ne sais pas, avant qu'on ferme Oui, ouais. le Zoom meeting? Christine Moi, et toi, Christine, peut-être? Oui. non, c'était intéressant. Enfin bon, c'était un domaine que je connais pas beaucoup, que je connais peu, mais c'était intéressant comme start-up, comme projet de start-up. Dans le domaine de la mobilité, enfin un peu les voilà, Oui, oui, tout à fait, ouais. nouveaux modes de transport Mhm. qui apparaissent et qui peuvent remplacer les moyens actuels. Ouais. Vous auriez quelle question à poser qui vous interpelle, Christine? À Pôle pour point comme ça, j'en ai pas. D'accord. D'accord. Et Philippe? enfin, superbe projet, quoi. Enfin, alors, j'aurais plein de questions techniques derrière tout ça, mais je suis un fanat de technique avion, enfin GT, mais je dois rafraîchir un peu mes connaissances. Vous en avez certainement beaucoup plus que moi sur le sujet là. Non, ça a l'air passionnant. Après, je ne sais pas bien juger, mais vous êtes beaucoup plus au cœur du sujet que ce que je peux être sur l'étude de marché, sur le besoin. Enfin, tout ce que vous développez comme argument semble vraiment convaincant, hein, sur la capacité à adresser le marché. Moi, peut-être les deux points, les deux sujets sur lesquels, en dehors de la partie technique, j'aurais quelques questions. C'est peut-être le contexte réglementaire. Que je ne connais pas non plus. Donc, quelle est l'acceptation réglementaire et derrière ça, d'ailleurs, aussi des gens, enfin, on a parlé beaucoup des écolos tout à l'heure, mais quelle est la capacité à accepter ce type de véhicule sur les plans d'eau, parler des 300 mètres, là, de la limite des 300 mètres sur la mer. Enfin, je ne connais pas les règles, je ne connais pas Alors, les règlements, et est-ce que c'est acceptable ou est-ce que les règlements vont évoluer dans la bonne direction? alors là, il y a tout un travail à faire sur le sujet. C'est pour ça que quelque part, mon audition à l'Assemblée nationale au mois de septembre va commencer à peser et va peut-être me servir à quelque chose. Ouais. C'est que, bon, à l'heure actuelle, Jacques Lemoigne, il est de la promotion
des différents amiraux en France qui sont à la tête des différentes parties navales. Et donc, à l'heure actuelle, on a un courrier qui existe de Matignon qui demande à l'amiral Isnard, donc préfet maritime de Toulon pour toute la Méditerranée, de tout faire pour nous aider à ouvrir une hydrosurface qui sera en face de l'unité d'assemblage de Calamalo Aviation. Donc, je suis en contact avec lui, il ne dit pas non du tout, mais j'attends d'avoir ma levée de fonds qui soit… est-ce que mon objectif, c'est qu'il m'ouvre et par écrit, que j'arrive à avoir un écrit comme quoi on peut amérir et décoller normalement, c'est dans la loi, on peut le faire, mais j'attends un écrit de la part. Si on réussit, parce qu'en ULM, on peut le faire. En hydravion certifié, c'est pas gagné. Donc, l'objectif, c'est de n'importe où de pouvoir amérir et décoller au-delà des 300 mètres. On va lui dire qu'on a un hydravion qui est fait pour aller en mer. On va leur prouver que c'est la réalité des choses. On amérit au-delà des 300 mètres et là, on pourra rentrer dans les ports à petite vitesse, à 5 nœuds, comme n'importe quel bateau. Point. Mais donc, ça, si je réussis à faire ça, c'est jackpot. Et après, la deuxième chose, c'est que lorsque tu es en avion certifié, donc hydravion certifié, tu as 2 hydrobases qui existent alors actuellement en France. Tu as Biscarrosse et l'étang de Berre, Martigues. Donc, il y a ces 2 qui existent à l'heure actuelle. Donc, moi, mon objectif, c'est qu'une fois qu'on aura la levée de fonds, qu'on va avoir cette équipe autour de nous et nos employés, parce que nous, dans 5 ans, on va avoir entre 100 et 110 salariés dans l'entreprise au niveau de l'unité d'assemblage. Donc, ça commence à peser en petite PME. Et ce qui veut dire que de cette façon-là, moi, mon objectif, c'est d'arriver à négocier avec les différents préfets des différentes régions de France pour pouvoir avoir le droit, avoir un partenariat avec EDF pour pouvoir aller sur tous les plans d'eau qui sont gérés par EDF. Et ça, c'est la deuxième partie. Si on arrive à faire ça, on arrivera à relancer l'hydravion en France, mais ce n'est pas gagné par contre. C'est pour ça que… Ouais, pour la France. Même au niveau européen, parce que beaucoup de choses se décident aussi dans le niveau européen. Alors, à l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'idée, en Grèce, il y a 3-4 mois de ça, ils viennent de créer un poste de ministre des Transports pour les hydravions. Ils relancent, ça fait longtemps qu'ils cherchent à lancer les hydravions, un peu comme ils cherchent à faire en Grèce la même chose qui se passe en Indonésie à l'heure actuelle, au niveau des îles grecques. Donc là, ils ont des plans d'eau qui sont ouverts, il y a des lignes qui sont en train de s'ouvrir professionnelles. Il y a un renouveau de l'hydraviation qui a l'air de vouloir, peut-être qu'il va réussir à aboutir en Grèce. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Oui, c'est crucial pour le projet, quoi, ça c'est sûr. Non, parce que moi, mon objectif, sincèrement, c'est des personnes comme là, on parlait c'est la Floride, c'est l'Indonésie, c'est le Cambodge. Et là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de réglementation, là, oui. J'ai pas de souci. Et puis, pour le Cambodge, j'ai une personne qui s'appelle Thierry Théa. Thierry, c'est un Cambodgien. Ses parents se sont fait botter les fesses par les Khmers rouges. Ils sont arrivés à Paris. Ils se sont installés à Paris, place d'Italie. Il est né à Paris. Il a fait ses études. Son stage de fin d'études, il l'a fait chez Airbus. Ils l'ont envoyé aux Philippines. 5 ans après, il est resté aux Philippines. 5 ans après, c'était le plus gros revendeur de Airbus hélicoptères pour toute l'Asie. Il y a 3 ans de ça, ou 4 ans de ça, c'était l'homme de l'année là-bas. Il est importateur Bell, importateur Airbus. Il a sa compagnie de jet privé. Il est multimillionnaire.
Et il m'a dit, Loïc, ça fait, Bernard, il le sait, hein, ça fait au moins 3-4 ans qu'on se suit, qu'il me suit et qui me dit, Loïc, le jour où ton hydravion il vole, je veux l'importer sur le truc pour pouvoir, parce qu'ils sont en train de créer un Uber interîle là-bas avec soit du jet, soit l'hélico et soit l'hydravion. Et l'hydravion, il veut que ça soit. Et en plus, vu qu'il est importateur, il a toutes les cartes en main. Vu qu'en plus, ils font de la maintenance, il a toutes les cartes en main. Donc pour moi, ça serait carrément. C'est plus qu'un partenaire, c'est carrément. Ah oui, c'est sûr. C'est un mec, c'est génial pour moi. C'est-à-dire, toute l'Asie. Et en plus, il connaît politiquement, pour l'instant, politiquement, il est du bon côté des gars. Donc, on sait comment ça se passe là-bas. C'est pas mal. Et pour la Floride, j'ai un Breton qui est dans l'immobilier de luxe. Il est de côté de Cap Canaveral. Il veut créer une filiale parce que lui, il se balade avec son Cessna 175 d'un rendez-vous à un autre. Il me dit, Loïc, je prends un hydravion, je fais mes trucs avec ton hydravion. Les 3/4 de mes clients, ils ont tous un quai ou un ponton au bout de leur propriété, dans les Keys. Oui, Donc, et il dit, j'ai la clientèle pour. Et il dit, c'est même pas le prix, parce que le prix là-bas, c'est au mois que tu payes. C'est pas le prix final, ils n'en ont rien à faire. Donc, Alors, il y a du potentiel. je vais- Bravo, bravo, bravo. Hein, Ouais. bravo. Pour François, François n'a pas réussi à activer son micro, donc il a posé ses questions dans le chat, donc je vais les lire. Hein. Ouais, super, t'as eu aussi, vas-y. Première question, c'est depuis combien de temps a démarré le projet? Voilà, c'était sa première Là, ça question. fait, sincèrement, ça fait plus de 7 ans, quoi. Ça fait 7 quasiment ans. 10 ans que je suis Ouais, dessus. ouais. Alors, le projet, il a commencé, d'ailleurs, les gens, s'ils me suivent et s'ils grattent sur Internet, ils verront. Au début, moi, je suis issu Philippe, de l'ULM, parce que je suis Ouais. pilote, je suis instructeur, j'ai mon école de pilotage, donc je sais de quoi je cause sur le sujet. Et donc, au début, je voulais faire un ULM hydravion, parce que je trouve que ça n'a rien à voir. Puis moi, vu que je suis un ancien de Kersauson et Tabarly, c'est pas avec eux que j'ai gagné ma vie, donc je peux pas me payer un Beaver ou un autre hydravion. Donc je suis coincé, c'est pour ça que je suis parti sur le modèle ULM. Mais je me suis aperçu d'une chose, c'est que la réglementation ULM, elle est valable en France, mais si je pars en Italie, c'est plus bonne. Si on est en Espagne, c'est plus bon. Si c'est le Portugal, c'est plus bon. L'Angleterre, c'est pas la même. La Suisse, c'est encore autre chose. Et techniquement, une entreprise ne peut pas être viable si au niveau économique, tu peux pas. C'est pour ça que je suis passé d'un ULM à un avion certifié. Et que mon objectif, c'est pas de vendre en France, c'est de vendre à l'international. Et lorsque je vais vendre un hydravion en France, ça sera la cerise sur le gâteau. C'est pour ça que le projet, il est passé tout doucement d'un ULM 2 places à un 3-4 places avion certifié, et maintenant 4 places avec la possibilité de mettre une civière à l'intérieur pour faire de ça. D'accord. La C'est deuxième question. l'évolution du projet. Merci. La deuxième question de François concerne l'hydrogène. Donc, quel sera le mode de stockage? Alors, je suppose que est-ce que c'est en pression ou en liquide? Non, c'est pas liquide, ça sera pression. Ok, En pressurisé. pression. Et le modèle que l'on va faire, ça sera un modèle de démonstration. Ça ne sera pas un modèle qui va servir, qui va être certifié. Ça sera juste un démonstrateur parce qu'il y a une telle évolution qui est en train de se passer au niveau de l'hydrogène. Vu que déjà, pour vous donner un ordre d'idée, la certification de notre hydravion, le budget, c'est à peu près 2,5 millions d'euros. Donc, à l'heure actuelle, si on voulait faire un hydravion hydrogène qui soit certifié, on ne sait même pas le montant que cela nous coûterait. Et puis, je pense que d'ici au moment où il va voler à l'hydrogène, peut-être que la technologie sera obsolète et que on sera passé à autre chose. Mais par contre, je veux être dans le train. Et d'ailleurs, on en avait parlé avec Bernard et avec les autres personnes de l'équipe. Quand de seul coup, les politiques se sont réveillés il y a 2 ans ou 1 an et demi en disant de seul coup, on veut passer, il faut arrêter le thermique, il faut passer à l'hydrogène. Moi, j'avais déjà à l'époque créé cette petite équipe en veille technologique parce que je voulais dans le futur faire de l'hydrogène. Et quand je me suis dit, soit on saute dans le train en marche et on part avec les autres et on développe en parallèle un hydravion avec une propulsion hydrogène, soit on fait
on regarde les autres partir et de toute façon, je passerai pour un couillon parce que je serai has-been, parce que moi, je n'aurai pas une propulsion hydrogène ou électrique. Donc, on le fait en parallèle, mais je maintiens que pour les 10 prochaines années ou 15 prochaines années, de toute façon, en sous-main, en quelque sorte, en sous-marin, je vais renforcer la structure de l'entreprise pour la motorisation thermique. Même si au niveau politique, commercial et marketing, on va mettre en avant l'hydrogène. L'hydrogène, c'est plus pour être dans l'air du temps de décarboner l'aviation et donc de ne pas avoir la contrainte pour vous donner un ordre des émissions de d'idée, CO2. On a fait une préétude pour la motorisation hydrogène de l'hydravion. En prenant notre hydravion 4 places, la pile à combustible, elle pèserait 150 kg. Le moteur électrique pèserait dans les 75 kg. On aurait, Adevanta me disait que la bride technologique entre le moteur électrique et la pile à combustible serait à peu près de 50 à 55 kg. En plus de ça, il faut que l'on mette une batterie tampon pour les pics de puissance. Et il nous faut les 2 réservoirs. On met 2 réservoirs cylindriques pour l'hydrogène. Ces 2 réservoirs vont nous peser 60 kg et on va pouvoir embarquer 4 kg d'hydrogène. Quand on va décoller de l'étang de Berre, je ne suis même pas sûr de pouvoir décoller avec 2 personnes à bord. Je vais décoller de l'étang de Berre et on va pouvoir, en ligne droite, amérir à Monaco. C'est bien, ça va faire très bien. Mais on ne pourra même pas aller à Menton avec ce que l'on aura embarqué. Donc, à un moment donné, il faut garder les pieds sur terre, même si je suis un marin volant. Et il y a un truc, et puis, par exemple, à l'heure actuelle, il me disait, c'est Patrice Domange qui devait s'occuper de tout le côté engineering de CO2, en H2O. Mais Patrice, le malheur, c'est il vient de la sclérose en plaques. Et donc, en 3 mois, là, il n'arrive même plus à se brosser les dents. Donc, c'est terrible pour lui. Donc, on prendra quelqu'un en temps-heure pour orchestrer le projet côté H2O. Mais je pense bien fort à lui. Et il nous disait que si on décolle, par exemple, de Lyon-Bron ou de Corba, parce que moi, j'ai habité dans cette région-là, pour aller à Toulouse, on ne pourrait même pas franchir le massif central parce que les piles à combustible, en montant en altitude, elles s'étouffent. Alors, Donc, on serait obligé de passer par la vallée du Rhône. Ce que tu expliques, Loïc, tu parlais d'Airbus et de l'avion hydrogène d'Airbus en 2035. Bon, cet avion, il aura un range, un rayon d'action. Ils ont décalé, ils ont pris 10 ans de retard. Hein. Tu as vu Non, ils ont changé parce qu'ils disaient que dans 10 ans, ils allaient faire voler et ils ont redécalé. Non, c'est toujours été 2035. Le concept sera choisi en 2025 et le premier avion sera livré en 2035. Ça c'est ce qui a été annoncé en septembre. Ouais. Mais avec des rayons d'action bien réduits, c'est ce que tu expliques à l'instant. Et donc, ça ne concernera pas les longs courriers. Et en parallèle de ça, au niveau Airbus, bien sûr, pour décarboner les vols, on met le paquet, et les Américains aussi, sur les fuels synthétiques. Voilà, qui serait au moins neutre en termes de on crée le fuel avec capture de carbone, de CO2, et on rejette du CO2, donc on est neutre. Voilà. Donc c'est pas l'idéal, c'est pas la panacée que sera l'hydrogène, mais au moins ça permet à court terme d'avoir une solution qui permet d'attendre effectivement l'efficacité, les améliorations technologiques qui vont venir pour l'hydrogène, et qui permettront le moment venu d'avoir les bonnes technos, et le poids et la puissance nécessaire pour emmener plus loin votre avion, quoi. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu aux questions de François qui a pu se connecter en audio. Donc, voilà, écoutez, merci. Je pense que ce qui va se passer, c'est que les camarades qui ne sont pas venus, en fait, j'ai réalisé que sans doute, ils sont intéressés par le sujet, mais qu'ils n'ont peut-être pas pu se libérer, et que j'imagine qu'ils comptent sur l'enregistrement que j'ai lancé en cours de route pour réécouter ce qu'on a dit. Et donc, je pense que Loïc et Bernard, vous aurez aussi une audience et peut-être des questions qui viendront des camarades. S'ils ont des questions, il ne faut pas hésiter. Voilà. Puis il faudra remettre en service votre site là qui était cassé. Oui.
J'ai voulu naviguer ouais tout à l'heure. Ouais, il Apparemment, marche on a un petit plus. souci de site, Loïc. Ouais. Ouais, J'ai un il y a petit juste chat. J'ai pas regardé parce que c'est vrai que là, je suis à fond sur Ouais, c'est ça. les budgets Voilà. et j'ai pas. Voilà. C'est Pour difficile info, on a de faire. la page d'accueil qui fonctionne impeccablement et dès qu'on essaie d'accéder à une autre page, ça se met en carafe. Ah, d'accord. Bon, bah, Regarde, je regarderai ça ce soir. on vient de Je vais découvrir essayer ça. de gérer le truc. Ouais. Voilà, bah, Je vais écoutez, essayer de merci, régler ça ce soir. Beaucoup. merci à tous les deux. Merci Merci à à vous. Philippe, Merci beaucoup. François et Christine d'être venus. Et puis, suite au prochain épisode, je pense qu'on continuera à faire comme ça régulièrement un point d'avancement en fonction de l'avancement du programme, du projet. Et peut-être qu'on aura une photo et on saura, voilà, on aura peut-être une photo du premier vol, une vidéo du premier vol très, très De bientôt, toute l'année façon, prochaine. le premier trimestre 2022, normalement, il y aura Voilà, la machine voilà, qui va voler à l'échelle d'un tiers. voilà. Il y Donc, a peut-être je ne sais pas si je vais réussir à faire, parce que là, on devait faire une machine avec une motorisation pure électrique drone Mhm. et une machine avec la pile à combustible. On devait le faire voler avec la pile à combustible. Mhm. Et vu qu'on est sucré au niveau du budget, je ne sais pas si je vais. Parce qu'une pile à combustible pour une machine à l'échelle d'un tiers, j'en ai pour 100 000 euros quand même. Ah ouais. Donc, Et ça oui. tire. Bon, On vous merci, tient au courant. merci à tous Merci à tous. Merci. et à bientôt. Au revoir. Merci et bonne au revoir. soirée. Au Merci à revoir. tous. Au Bonne revoir. soirée. Merci.